Bienvenue sur Totis dans DG sur écoute, cette série d'interviews qui s'intéresse aux directeurs et directrices de grandes écoles. Et pour commencer cette série, j'ai le plaisir d'échanger avec Delphine Manceau, qui est directrice générale de Neoma Business School. Bonjour Delphine. Bonjour Thibaut. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Alors Delphine, pour commencer, est-ce que vous pourriez revenir rapidement sur votre parcours ? Alors moi, j'ai fait une école de commerce et puis ensuite, assez vite, j'ai décidé de m'orienter vers l'enseignement et la recherche. J'ai eu envie vraiment d'approfondir ce que j'avais étudié en école et puis j'ai commencé à faire cours et j'ai aimé ça. Et donc, je me suis destinée à ce métier. Pour ça, j'ai fait un doctorat, j'ai fait un postdoc à Wharton aux États-Unis et puis j'ai rejoint l'ESCP comme jeune professeur de marketing à l'époque, une institution où je suis restée 18 ans. D'abord comme professeur, puis petit à petit, j'ai pris des responsabilités de programme. Je suis devenue directrice académique, directrice de la formation continue. Après 18 ans, je me suis dit, au bout de 18 ans, il est temps de quitter le nid. Et je suis partie à l'EBS, que j'ai dirigé pendant 1 an et demi, avant de rejoindre Neoma, il y a maintenant presque 6 ans, comme directrice générale. Très clair. Merci Delphine. Alors, dans cette première partie, on va plutôt s'intéresser à vous, en tant que directrice générale. Justement, quelles sont les missions d'une directrice générale pour celles et ceux qui regarderont la vidéo ? Alors, directrice générale d'une grande école de management, c'est un métier très varié, avec des aspects très, très différents. Alors, ce qu'on imagine toujours, c'est le volet direction de l'établissement, donner les impulsions stratégiques, analyser le marché, décider des grandes orientations. Ça, c'est une partie importante. Et puis, il y a une partie importante tournée vers l'extérieur, à la fois faire connaître l'école, par exemple, ce qu'on est en train de faire connaître aux étudiants, communiquer avec l'ensemble des étudiants actuels, potentiels, expliquer ce qu'ils vont trouver à l'école. Il y a un aspect qu'on imagine moins, qui est le volet gouvernance, le travail avec le conseil d'administration, avec le président, avec toutes les parties prenantes. À Neoma, il y a aussi une dimension importante qui est la relation avec les collectivités territoriales, parce qu'on est très attaché à nos villes de Rouen et Reims, à nos régions que sont la Normandie et la Champagne. Donc développer des relations pour renforcer notre impact territorial, la vie des étudiants locales. Et puis il y a un volet aussi accréditation, relations internationales. Moi, je suis assez impliquée dans cette dimension-là. Je suis vice-présidente de la conférence des grandes écoles en France. Je suis membre du comité EQUIS, du board ACSB au niveau mondial. Donc ça permet d'avoir une vision d'ensemble sur l'univers de l'enseignement supérieur, des grandes écoles françaises, mais aussi des business schools mondiales. Et ça, c'est assez passionnant parce qu'on voit ce qui est spécifique à notre pays et on fait lien aussi avec les entreprises et avec leurs besoins et avec ce que les écoles, les business schools du monde entier développent. On dit souvent que les directeurs, directrices générales de grandes écoles sont... Il y a un petit jeu de chaises musicales. Vous, ça va faire 6 ans que vous êtes ici en tant que directrice générale de Neoma. Pourquoi cette continuité ? Parce que je m'y sens bien, parce que on est sur une belle trajectoire. Moi, je trouve qu'il faut s'inscrire dans la durée pour construire quelque chose. Entre le Neoma que j'ai rejoint il y a 6 ans et le Neoma d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On a vraiment pu déployer une stratégie, plus se développer. On a ouvert un nouveau campus à Paris, on prépare un nouveau campus à Reims. Et ça, c'est des projets de longue haleine. Faire changer une institution, ça suppose beaucoup de ténacité et de vision dans la durée. Et puis voilà, c'est une école où je m'amuse bien, où je me sens bien. J'adore les élèves, j'adore les collaborateurs, les professeurs. Donc, pourquoi changer quand on est bien ? Merci Delphine encore une fois pour cette réponse qui me permet d'ouvrir donc la deuxième partie de cet entretien dédié donc à Neoma, hier, aujourd'hui et demain. Donc rapidement, est-ce que vous pourriez revenir déjà sur la trajectoire un petit peu des dernières années de Neoma et ce qu'elle est devenue aujourd'hui ? Alors Neoma est née en tant que Neoma il y a 10 ans exactement de la fusion de l'école de commerce de Rouen et de Reims, qui avait d'autres noms, mais voilà. Donc c'était des écoles très anciennes, puisque plus de 100 ans, 150 ans à Rouen, et qui ont décidé il y a 10 ans de fusionner, de créer une nouvelle identité, Neoma. Et donc moi donc il y a eu après cette fusion un premier travail qui a été fait avant mon arrivée de rapprochement des programmes, de réorganisation. Et puis moi je suis arrivée il y a 6 ans. Et on a vraiment voulu travailler sur l'identité de l'école, sur ce qui faisait, ce qui fait les spécificités de Neoma, avec une identité très tournée vers l'innovation. Je crois que c'est ce qui nous caractérise,
l'importance de l'innovation. Notre signature, c'est Be Passionate, Shape the Future. On l'a choisi il y a 3 ans et ça exprime bien ce qu'on essaye d'être. Très engagé, très passionné par ce qu'on fait et aussi l'objectif de construire l'avenir. Alors bien sûr, l'avenir des jeunes qui nous rejoignent, qui arrivent comme jeunes étudiants et qui repartent pour construire une carrière. Donc on construit leur avenir, mais notre ambition, c'est aussi de construire l'avenir de l'enseignement supérieur du management. On est très impliqué dans les sujets de pédagogie innovante. On a développé le premier campus virtuel d'Europe, le deuxième dans le monde après Stanford. Là, on travaille beaucoup sur ChatGPT, sur l'enseignement à distance. On travaille aussi beaucoup sur les thématiques à enseigner. Qu'est-ce qui va faire qu'un jeune qu'on forme aujourd'hui va faire une belle carrière dans les 20-30 ans à venir? Quels sont les besoins des entreprises? Voilà, donc tous ces sujets-là nous animent. Et donc ce qu'on a fait ces dernières années, c'est qu'on a construit cette identité, puis on a pris plein d'initiatives, je viens d'en citer plusieurs, pour nourrir et construire cette identité et attirer des étudiants de plus en plus divers. Dans mes grandes fiertés, il y a la dimension internationale de l'école, plus de 25% d'étudiants internationaux aujourd'hui. Il y a aussi la diversité sociale, là aussi. Le chiffre magique, c'est 25% d'étudiants boursiers à Neoma, ce qui n'est pas si fréquent dans les écoles de commerce. Voilà, donc ça fait partie de nos réalisations. Alors depuis une quinzaine d'années, les grandes écoles de management ont différé un peu leur stratégie. Certaines ont investi des nouveaux campus en France ou à l'international. Il y a des tailles qui sont assez différentes quand on regarde les grandes écoles de commerce. Qu'en est-il pour Neoma? Est-ce que vous pouvez nous faire un peu un point sur la stratégie globale? Alors, Neoma, aujourd'hui, c'est à peu près 10 000 étudiants, 200 professeurs permanents, ça veut dire des professeurs dont le métier, c'est l'enseignement et la recherche, qui assurent à peu près la moitié de nos cours. Et l'autre moitié est assurée par des gens d'entreprise qui viennent témoigner sur leurs pratiques au quotidien. Et au total, on a à peu près 800 salariés. Donc ça vous donne un petit peu l'ordre de grandeur. On est gros, dans le paysage des business schools françaises, on fait partie des plus gros. On a 3 campus. Rouen en Normandie, Reims en Champagne, Paris, et on n'a pas de campus à l'étranger. C'est un choix délibéré de notre part. Comme vous l'avez dit, il y a 2 grands types de stratégies. Il y a les écoles qui ont développé des campus en propre à l'international, et il y a des écoles comme Neoma qui capitalisent sur des partenariats. Alors pourquoi nous on a fait ce choix? Les 2 stratégies se tiennent et les plus grandes ont l'une et l'autre des stratégies. Mais nous, notre choix, c'est parce que on pense que l'expérience internationale des étudiants, ça doit être une expérience vraiment d'immersion culturelle. Et on trouve que c'est beaucoup plus fort et marquant pour un étudiant d'aller étudier à la Bocconi, d'aller étudier dans la meilleure université du Pérou, de Colombie ou de Chine ou du Japon, que d'aller dans un campus Neoma dans ces pays. Ça leur permet de s'immerger dans la pédagogie, de connaître les professeurs locaux, d'être en contact avec des étudiants principalement du pays. Et donc, c'est une vraie immersion culturelle. Accessoirement, ça leur permet aussi de rajouter une ligne sur leur CV. Si vous cherchez un job en Italie, c'est mieux d'avoir été à la Bocconi que d'avoir été à Neoma Italie, qui n'existe pas, mais vous voyez. Et ça, c'est vrai dans tous les pays. Donc, on trouve que c'est aussi bon pour le parcours de nos étudiants. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Ce qu'on fait aujourd'hui, donc comme je l'ai dit, on a plus de 25% de nos étudiants qui sont internationaux. Ça, c'est les étudiants en processus de diplomation, plus les étudiants que nous accueillons. Donc, l'expérience internationale, elle est vraie à l'international, mais elle est aussi vraie sur nos campus de Rouen et Reims. On développe aussi beaucoup de doubles diplômes parce que c'est intéressant d'étudier pour avoir un diplôme dans d'autres pays et parfois d'étudier un même sujet dans différents pays. Par exemple, aujourd'hui, on développe beaucoup de diplômes sur les sujets de sustainability, d'environnement, parce que étudier les problématiques environnementales en France, en Norvège, en Malaisie, en Colombie, on va pas voir le sujet de la même façon. Et ça enrichit beaucoup nos étudiants d'avoir sur un même sujet des perspectives différentes. Un de vos slogans, c'est Join the Family. Dans quelle mesure on peut rester une grande famille quand on a 10 000 étudiants? C'est un vrai sujet, c'est notre effort quotidien. C'est vrai que notre slogan Join the Family, nous l'avons depuis longtemps. Et ça nous marque, et ça marque les personnes qui nous rejoignent, que ce soit les nouveaux salariés ou les étudiants. Ils disent qu'il y a vraiment cet esprit de famille Neoma. Alors c'est sûr qu'une famille de 10 000, c'est beaucoup,
mais on combine en fait cette grande taille avec aussi le fait que nos campus restent à taille humaine. C'est pour ça, parce qu'on en a 10 000, mais sur 3 campus différents. Et puis, on travaille beaucoup les relations, on travaille beaucoup l'expérience étudiante, qui est un élément clé de notre stratégie aujourd'hui, pour que on se sente individuel et singulier dans la grande famille qui est Neoma. Et on nous met pas en défaut. À chaque fois, les étudiants nous disent non mais c'est vrai, cette dimension familiale. Et puis dans la vie associative qui est très importante pour les étudiants, c'est aussi une des marques de fabrique de Neoma. C'est l'engagement associatif, que ça soit dans le sport où on gagne toujours plein de coupes, que ça soit dans les spectacles, on a une comédie musicale incroyable, on a des groupes de rock incroyables, que ça soit dans les activités sociales, sociétales, on a beaucoup d'associations sur ces sujets de société, sur les sujets d'environnement. À chaque fois, c'est des petits groupes d'étudiants très unis. Et donc là encore, il y a un vrai esprit de famille. Un mot maintenant sur vos prochaines ambitions en termes de classement. Par exemple, le classement SIGEM, quelles sont vos ambitions pour les prochaines années ? On va continuer à progresser. On a beaucoup progressé au cours des années passées, que ça soit dans le classement SIGEM ou dans les classements français de la presse ou internationaux. On va continuer. Après, les classements, c'est pas une fin en soi, c'est le résultat, c'est pas l'objectif. Donc, c'est en tenant notre stratégie, en continuant à nous développer, à investir dans la pédagogie, dans l'innovation, dans la recherche, dans les nouveaux métiers de demain, dans la proximité aux entreprises. C'est ça qui va nous permettre de progresser et ça se traduira dans des meilleurs classements. Et des classements, ce qui est plus important que les classements, c'est que les étudiants nous choisissent et soient heureux chez nous. Un mot maintenant sur le campus de Paris dans lequel on se trouve actuellement. Voilà, quels sont vos objectifs là aussi de développement et pourquoi avoir fait le choix de Paris ? Alors, on a fait le choix de Paris parce que y a des programmes qui sont particulièrement développés à Paris, notamment les programmes en alternance, parce que souvent les étudiants en alternance ont un job dans la région parisienne. Donc c'est pour ça que nos masters en alternance sont ici. On a aussi des programmes post-bac qui sont à Paris. Au total, on a 1500 étudiants à Paris, ce qui est plus petit que Rouen et Reims, où on en a plus de 4000 dans chaque ville. C'est une expérience différente. Encore une fois, l'expérience étudiante, c'est un maître mot chez nous. Quand vous êtes à Rouen et Reims, vous vivez pleinement la vie étudiante, vous êtes en colocation dans une petite ville, vous vivez toujours ensemble. À Paris, c'est plus proche des entreprises, ça peut être plus professionnalisant. Donc après, ça va être un choix des étudiants. Paris, c'est aussi important par rapport à nos étudiants internationaux, bien sûr. Et puis, c'est aussi le point entre Rouen et Reims. Souvent, on se réunit à Paris. Donc, ça, c'est aussi un point de rencontre entre nos équipes. On a ouvert ce campus il y a 1 an et demi. Il fonctionne très bien, il est plein. Mais voilà, c'est un beau succès. Très bien, merci Delphine. Un mot maintenant sur le campus de Reims, le nouveau, le futur. Alors, à Reims, aujourd'hui, on a 2 campus à peu près à 1/4 d'heure à pied d'écart. Ils sont magnifiques, les étudiants ils sont ravis, on a de très belles infrastructures sportives, ça se passe très bien, mais on est un peu à l'étroit puisque l'école s'est beaucoup développée et donc on a décidé de profiter d'un nouveau quartier qui se développe à Reims, qui s'appelle Port-Colbert, qui est derrière la gare, à peu près 10 minutes à pied de la gare, pour construire un nouveau campus qui remplacera les 2 campus existants et qui va ouvrir fin 2025. Donc on est en train de le construire, on a fait un concours d'architectes, un campus très centré sur la vie étudiante, très centré aussi sur l'environnement, le respect environnemental. Je vous invite à regarder des images sur notre site internet, c'est tout en bois, en verre, l'architecte est danois et ça se voit, beaucoup de nature, aussi un grand jardin intérieur, on est le long d'un canal, on sera le long d'un canal, et puis un projet immobilier, c'est aussi l'occasion de se poser beaucoup de questions sur l'avenir à moyen terme. Comment on enseignera, parce que quand on construit un campus, c'est pour 20-30 ans. Donc comment on enseignera dans 20-30 ans? Qu'est-ce qui va être important pour la vie étudiante? Donc c'est l'occasion de se poser toutes ces questions-là, de réfléchir aux salles de cours. Qu'est-ce qui va être important? La vie étudiante, les infrastructures sportives. Qu'est-ce qui sera important pour nos étudiants? Qu'est-ce qui fera qu'ils se sentiront bien pour les étudiants, mais aussi les salariés, les professeurs. Donc c'est assez passionnant parce que finalement, à travers le prisme immobilier, vous vous posez toutes les questions sur l'avenir du secteur et l'avenir de l'école. Je vous propose maintenant qu'on ouvre la 3e partie de cet échange dédié davantage à l'enseignement supérieur de manière large. Pour commencer, il y a une réforme, la réforme du bac qui a découlé sur la réforme des prépas ECG.
Il y a eu la réforme du BUT aussi. Quel impact pour Neoma? Alors pour Neoma, ça a abouti à une diversité probablement plus grande d'étudiants qui nous rejoignent dans ce qu'ils ont étudié au lycée. Et ça, nous le voyons positivement. C'est-à-dire que finalement, on a des étudiants qui ont choisi des options variées et ça permet d'enrichir le profil de nos classes et de nos groupes. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Après, on est dans un paysage qui évolue très fortement. Je me rappelle qu'il y a 10 ans, on disait tous les secteurs changent sauf l'enseignement supérieur. Ça a complètement changé. Entre l'enseignement à distance, la technologie, les nouvelles générations qui arrivent et les réformes du bac et de l'enseignement supérieur, on est dans un secteur qui est en pleine transformation, ce qui est parfois donne un peu le vertige, mais en même temps est assez passionnant parce qu'aujourd'hui, les questions, c'est comment apprennent les nouvelles générations, on n'apprend plus comme avant en lisant des manuels, etc. Comment on apprend? Qu'est-ce qu'on doit apprendre face à des entreprises dans lesquelles l'environnement du travail change beaucoup, les modes de management, le travail à distance, les métiers de demain, bien sûr la data, l'intelligence artificielle. Bon, je vais prendre l'exemple de ChatGPT. C'est drôle parce que il y a un an, tout le monde parlait du métaverse. Aujourd'hui, tout le monde parle de ChatGPT. Nous, on pense que ChatGPT, il faut pas l'interdire, il faut pas le refuser. Ça va être un outil de travail demain. Au contraire, il faut former nos étudiants. Alors ça, c'est un peu perturbant parce que vous dites, si pour faire un mémoire, ils regardent sur ChatGPT, oui, mais pour travailler, ils utiliseront ChatGPT. Donc apprenons-leur à bien l'utiliser, et aussi à le démystifier, à pas penser qu'il va réfléchir à la place de l'étudiant. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui change dans l'environnement sociétal, économique, professionnel, et ça a un impact sur l'enseignement supérieur. Moi, c'est ce que j'adore dans mon métier, c'est qu'on est toujours aux avant-postes des évolutions de la société. On voit les jeunes arriver avant qu'ils aillent en entreprise, on voit les tendances arriver avant qu'elles se déploient dans la société, et donc c'est pas toujours évident de se projeter, mais c'est assez passionnant. Alors, je vais vous poser 2 questions en une. Êtes-vous inquiète pour l'avenir des classes préparatoires, ECG notamment, et est-ce que l'année de pré-master est en voie de disparition? Alors les 2 questions sont liées. Moi, je suis pas inquiète pour les classes préparatoires. Je pense que c'est un paysage assez unique dans l'enseignement supérieur, multidisciplinaire. Il n'y a pas beaucoup de programmes dans lesquels vous pouvez à la fois étudier les maths, la géopolitique, des langues vivantes, de la philosophie. Donc c'est très riche pour un étudiant. Ça correspond à un profil d'étudiants qui ont vraiment envie de renforcer leur bagage intellectuel et culturel à la sortie du lycée. Ils font ça pendant 2 ans. Et ensuite, ils entrent dans une grande école de management et ça va être très complémentaire puisque finalement, dans la grande école, ils vont avoir l'expérience internationale, ça va être très professionnalisant, ils vont découvrir l'entreprise, ils vont découvrir la vie associative et collective et ça sera très complémentaire du bagage intellectuel qu'ils auront fortifié avant en prépa. Donc, je pense que cette place à part, elle est essentielle. Parfois, il y a un peu des clichés éculés qui circulent sur la prépa, qui peuvent faire peur. Et c'est aux prépas et aux écoles, ensemble, main dans la main, de communiquer pour montrer la spécificité et la richesse de ces parcours et ne pas faire peur et ne pas laisser les clichés perdurer. Mais c'est pas non plus pour tous les étudiants. Il y a aussi des étudiants qui, à la sortie du bac, veulent des choses très concrètes tout de suite, veulent aller en entreprise, veulent développer leurs propres projets. Et pour ça, on a développé d'autres types de programmes post-bac. Nous, on a un Global BBA qui marche très très bien. On a le CESEM. On a un programme Théma, technologie et management très hybride. Donc moi, je n'ai pas peur. D'abord, c'est pas ma nature, mais aussi, je pense que les écoles, ce dont on se rend pas toujours compte quand on est en France, c'est quand même la manière dont le monde regarde les business schools françaises. On est une référence au niveau mondial. Dans le classement du Financial Times, le premier pays représenté dans les business schools européennes, c'est la France. Donc c'est les Anglais qui disent que les Français sont les meilleurs. C'est quand même pas fréquent. et donc les écoles françaises, elles sont quand même très très reconnues à l'international. Et d'ailleurs, on attire beaucoup d'étudiants internationaux. Je le disais tout à l'heure, 25% à Neoma, et on espère atteindre 30% dans les prochaines années. Et donc, je pense que cette attractivité, cette pertinence, ça va perdurer.
Alors vous avez parlé tout à l'heure des innovations pédagogiques, des nouvelles modalités pédagogiques. Il y a aussi eu un nouveau boom, le boom de l'alternance. Comment faites-vous d'une part pour adapter vos programmes en continu et voilà, quelles sont là aussi vos projections vers l'avenir? Alors l'alternance entre apprentissage académique en cours et entreprise, c'est l'essence même des grandes écoles françaises. C'est-à-dire qu'on a toujours alterné les périodes avec beaucoup de stages et c'est ce qui fait notre richesse et c'est ce qui explique aussi notre grande proximité aux entreprises et la pertinence de ce qu'on enseigne. Là, avec l'alternance, que ce soit l'apprentissage ou les contrats de pro, c'est un peu le même principe, mais selon des nouveaux rythmes, de manière plus étroite. Ça s'est beaucoup développé, aussi pour des raisons financières. Il ne faut pas oublier que les écoles de commerce, elles ne sont pas du tout subventionnées par les pouvoirs publics. On ne reçoit aucune subvention. Donc, on se finance par les frais de scolarité, ce qui explique que parfois, ça peut être assez coûteux pour les familles, pour les élèves. Et donc, l'alternance, c'est aussi un moyen très efficace de financer les études. Donc, moi, je trouve ça très pertinent. Il faut quand même savoir que c'est très exigeant, passer 3 jours par semaine en entreprise, puis 2 jours à l'école, puis retourner, etc. En entreprise. C'est un peu une double vie qui est parfois difficile. Donc il y a des étudiants à qui ça correspond extrêmement bien, parce qu'ils ont besoin de choses très concrètes, parce que du coup ils aiment bien théoriser ce qu'ils viennent de vivre en entreprise et à l'inverse appliquer ce qu'ils viennent d'apprendre. Pour d'autres, c'est pas adapté. Il vaut mieux découper le rythme sous la forme de stage à plein temps ou d'études à plein temps, ce qui permet aussi de plus renforcer la vie associative. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a combiné différents rythmes selon le profil des étudiants et ça fonctionne plutôt bien. Dernière question, on sent une concurrence augmentée en ce moment, depuis plusieurs années, dans l'enseignement supérieur français et puis même international, entre les universités, les grandes écoles, les écoles qui n'ont pas forcément toutes les accréditations. Là aussi, quel est votre regard là-dessus? Comment est-ce que vous faites pour cohabiter et quelles sont vos projections là aussi sur la concurrence? Alors, en stratégie, il y a un concept qu'on appelle la coopétition et c'est vraiment ce qui caractérise les business schools françaises. À la fois, on est en concurrence, on est classé tous les mois, on a un classement quasiment, on est toujours comparé et parfois, voilà, ça peut être assez intense, un peu challenging, comme on dit, mais en même temps, on travaille ensemble avec les prépas, on travaille ensemble sur les concours, on a des banques de concours communes, on développe des dispositifs communs, donc il y a les deux. Moi, ce qui me semble aussi intéressant de souligner, c'est la proximité de plus en plus forte entre les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs, les écoles d'agro, les universités. Nous, par exemple, on travaille beaucoup avec des universités sur des projets communs. On travaille avec des organismes comme l'IRIS en géopolitique, avec un double diplôme qui permet à nos étudiants de combiner un enseignement en management avec un enseignement géopolitique, parce qu'on voit bien dans le contexte international actuel, c'est très important d'avoir des compétences géopolitiques pour pouvoir plus tard décider est-ce qu'on se retire de Russie, est-ce qu'on reste, comment on fait avec tel et tel pays, etc. Et donc cette concurrence, c'est sûr que ça nous stimule, parfois c'est difficile, mais en même temps, ça nous permet de réfléchir en permanence aux évolutions du secteur. Merci Delphine d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous. On espère que cette première de DG sur écoute vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, puis on se retrouve très prochainement sur Totis. À bientôt. Au revoir.